Allez, tout juste 20h40 sur LCI, merci de nous rejoindre. On est avec Pierre Servant, un entretien de fond, grand décryptage. On va aller un peu plus loin et on va essayer de décrypter cette image qui est iconique. Je reprends vos mots, on est évidemment dans ce vocabulaire, dans ce chant lyrique catholique. Il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est vrai, Pierre Servant, vous êtes notre éditorialiste, Maison, TF1, LCI. On commente ensemble ces moments de bascule. On a l'impression que depuis 100 jours, ils se succèdent les uns après les autres, à tel point que l'expression serait presque galvaudée, moment de bascule. Mais tout de même cette image, cette rencontre, Trump et Zelensky, Trump quasiment confesse au cœur de la basilique Saint-Pierre. On les voit, ces images, elles sont magnifiques. D'abord, qu'est-ce qu'elles vous inspirent, ces images, cette séquence, du point de vue scénographique, et deuxième point, qu'est-ce qu'elle dit aussi de l'homme Zelensky et de ce qu'il est capable de réaliser? Bonsoir Guillaume, tout d'abord. Écoutez, on est samedi, je vais faire un peu d'humour. Compte tenu de la tenue du président Zelensky, qui est pratiquement une tenue de clergyman, d'homme d'église, ça ressemblait à une confession. Je me disais, tiens, Donald Trump profite de sa venue dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour se confesser. Et puis après, quand j'ai appris que l'entretien avait duré, je crois, une quinzaine de minutes, je me suis dit, non, ça ne peut pas être une confession, parce qu'il faudrait, je pense, plusieurs heures ou plusieurs jours pour que ce personnage puisse confesser ses fautes et obtenir l'absolution. Trêve de plaisanterie, c'est important. On se rappelait de Notre-Dame, où le président Macron avait organisé cette rencontre. Là, il y a la diplomatie du Vatican, et puis la France, le président Macron et le Premier ministre britannique qui ont joué aussi ce rôle. Alors, il ne faut pas s'en moquer, c'est important qu'ils puissent se parler directement. Et à mon avis, je n'étais pas présent, mais je pense que le président Zelensky avait deux messages essentiels à dire. D'abord, la première chose, c'est couvrir de louanges Donald Trump, car si vous voulez avoir son attention, vous êtes obligé il l'a remercié chaudement, d'ailleurs. De le remercier, lui dire mais vous êtes un personnage visionnaire, etc. Voilà, il y a un peu le point de passage obligé, il faut lui cirer les bottes pour arriver à dire quelque chose. Et à mon avis, le message, mais encore une fois, c'est vraiment une interprétation personnelle, ce qui est essentiel dans le moment que nous vivons, c'est vraiment de distinguer la question d'un cessez-le-feu de la question d'une paix. Et je trouve, je l'ai suffisamment dit ces derniers 100 jours, on n'arrête pas de mélanger les deux. Et les Russes mélangent les deux pour que finalement plus personne ne se retrouve dans cette affaire. Il y a une grande différence entre un cessez-le-feu total. Le président Zelensky, il y a déjà plusieurs semaines, s'est rallié à une proposition américaine pour dire « j'accepte, l'Ukraine accepte un cessez-le-feu sans condition, sur terre, sur mer et dans les cieux. » Il n'a absolument pas été respecté. Alors Zelensky fait ça. Et les Russes n'ont pas arrêté d'allumer des contre-feux. Mais le paradoxe, c'est qu'alors que le bon élève, celui qui est venu à la proposition américaine, c'était une proposition américaine, ce cessez-le-feu dans les trois dimensions, Zelensky est repassé, je dirais, sur le brasero des insultes du président Trump, dictateur, et puis d'autres encore derrière, quand on commence une guerre. C'est ça, l'homme solide, ce qu'il accomplit, il revient des enfers, il a le cuir solide quand même, il se fait humilier dans le bureut ovale, et il passe à confesse Monsieur Trump, pour reprendre votre trait d'humour. Oui. Non, c'est un personnage extraordinaire, Zelensky, c'est un personnage de grande dimension, pas du tout fait pour ça, il n'a pas fait de service militaire, il avait tout fait pour échapper au service militaire, vraiment c'est un personnage qui a une dimension churchillienne, voilà. Mais la difficulté, c'est encore une fois que ce dont il est question aujourd'hui, sur lequel on peut avancer, et c'est peut-être ce que le président Zelensky a dit au président Trump, c'est « moi je suis d'accord pour un cessez-le-feu sans condition pour 30 jours, 45 jours, et pendant ces 30 à 45 jours, si la partie russe l'accepte, eh bien nous discutons d'un projet éventuel de paix, et les Américains, les Français, les Britanniques pourraient être partie prenante pour ça. Mais il faut distinguer les deux, parce que les Russes n'arrêtent pas de mélanger les choses. Les Américains aussi, en sortant des propositions de découpage qui relèvent éventuellement d'un plan de paix, alors que là, on n'y est pas encore. Il faut faire étape par étape.
Et c'est ça qu'il a essayé de peut-être mettre dans l'esprit de M. Trump. Avant cela, Volodymyr Zelensky, il avait rencontré absolument tout le monde. Vous les avez, ces images en tête. Il a vu la présidente de la Commission européenne, qui d'ailleurs a négocié un rendez-vous avec M. Trump, finalement, parce qu'il est question aussi de guerre commerciale. Il a vu le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Il a vu également le président Macron au terme d'un speed dating diplomatique. Je reprends l'expression à Gallagher-Fenwick, je la trouve exceptionnelle. Très bon. Mais c'est cela, la diplomatie en 2025. On a 15 minutes, on fait passer des messages essentiels avec des images fortes. Alors, c'est un peu ça. Alors, espérons que le souffle de l'esprit du pape François, l'esprit de paix, de fraternité, même si, comme vous l'avez remarqué, je suis assez critique sur Donald Trump, etc., mais enfin, ce sont des hommes, voilà, ce sont des êtres humains, comme vous et moi, donc il peut y avoir des moments de grâce. Le problème de Donald Trump, c'est que c'est un personnage qui change de point de vue comme de chemise. Oui. Donc il est totalement alternatif. On n'a pas le temps ici de refaire les 100 jours, mais c'est vraiment du chaud-froid en permanence. Donc est-ce que là, il s'est passé quelque chose? Est-ce que si le président Zelensky lui a parlé en disant « mais moi je suis d'accord avec votre proposition de cesser le feu », est-ce qu'il va s'en tenir à cela? Ou est-ce que Serge, monsieur Witkoff, qui était... on va en parler, justement. Voilà. Et permettez-moi de couper la parole, parce qu'en fait, on avance et dans la direction précisément que vous êtes en train de pointer, parce qu'on va s'accrocher sur des éléments factuels, ou en tout cas, ce qui est sorti en tout cas de ces réunions. Volodymyr Zelensky, il était avec Keir Starmer, Premier ministre, et il s'est exprimé. Évidemment, un journaliste lui a posé la question. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On l'écoute et on commente. Monsieur le Président, comment s'est passée la rencontre avec le président Trump? Ça s'est très bien passé. On a eu une rencontre très productive. Je ne veux pas donner trop de détails puisqu'il y a des questions très sensibles. Nous avons bien entendu discuté de comment ramener la paix avec des discussions significatives et positives avec Paris et Londres. Nous allons continuer ces rencontres pour ramener la paix en Ukraine. Bon, devant une caméra, reste plus ou moins évasif. Le président Zelensky, c'est un peu normal. Il a été un peu plus loin sur le réseau social X. Il a posté ceci, on va le découvrir ensemble. Il parle d'une réunion très symbolique qui peut devenir historique. Les mots ont un sens historique si nous parvenons à des résultats communs. Et là, vous le disiez, il a remercié par le menu le président Donald Trump. Et ce qu'a dit finalement Zelensky à Trump au Vatican a peut-être eu... Pierre Servan, un impact inespéré. Regardez, juste avant de décoller pour Washington, ce que M. Trump, lui, a posté sur son propre réseau social. Trousse sociale. Poutine n'avait aucune raison de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Cela me fait penser qu'il ne veut peut-être pas arrêter la guerre, qu'il me marche dessus, qu'il faut le traiter différemment. On a le sentiment là qu'il a trouvé quand même les mots justes et qu'il a quasiment mis une disquette à l'intérieur du crâne de Trump, Zelensky. C'est comme ça que vous l'interprétez ou... Oui, alors comme c'était avant la rencontre, si je ne me trompe pas, la déclaration de Trump, c'est avant ou après la rencontre avec Zelensky? C'est après. Il allait décoller, oui, il allait décoller pour Washington. Repartir. Il poste sur Trousse sociale. Monsieur Poutine tire sur des civils, donc il utilise ses armes contre des civils, et il est en train de me rouler dans la farine. Donc on a l'impression qu'il y a un moment de bascule qui s'est opéré. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est la première fois. Il avait eu des messages, le président Trump, disant « mais il faudrait quand même que le président Poutine se bouge ». Et puis, juste le lendemain, il assassinait verbalement le président Zelensky. Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est quand même un constat qui est une justesse infinie, c'est-à-dire le criminel de guerre, c'est bien M. Poutine, celui qui ne veut pas la paix, c'est M. Poutine, et le personnage qui balade le président Trump, c'est M. Poutine. Donc là, effectivement, est-ce que c'est l'échange avec le président Zelensky? Je pense aussi que la France, la Grande-Bretagne jouent un rôle important et qu'il y a peut-être quelques conseillers autour de Trump, peut-être Marco Rubio, le secrétaire donc d'État, le ministre des Affaires étrangères, peut lui dire quand même, on ne peut pas... Quand on dit qu'il est plus connecté aux réalités de la politique internationale. Voilà, en tout cas, prenons cela pour quelque chose de positif. Vous avez vu que Vladimir Poutine, ces dernières heures, a expliqué qu'il était prêt à négocier à n'importe quel moment, sans condition, avec les Ukrainiens. Ça fait partie, encore une fois, des rideaux de fumée qui sont... Mais c'est ce qu'il nous vendait hier. Il nous vendait ça, qu'il était prêt à négocier donc à n'importe quelle condition. Et même M. Trump disait qu'un accord était à portée de main. Et il a fallu cette rencontre pour qu'il comprenne qu'en réalité, il est en train de se faire rouler par Poutine. Oui, mais c'est ça qui est inquiétant. Et ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure, qui est infiniment juste. C'est quoi les négociations diplomatiques aujourd'hui? C'est un
incroyable. Moi, je connais un peu ces sujets-là depuis plus de 40 ans. D'abord, il faut le secret. Par ailleurs, il ne faut pas que la puissance intermédiaire, enfin l'État qui se positionne en go-between, en intermédiaire entre deux parties, prenne parti. Or, Trump a pris parti pour Poutine dès le début. Donc ça crée une confusion. Et puis effectivement, là, nous sommes bien placés tous les deux, Guillaume, nous commentons depuis des semaines et des semaines les allers-retours, les espoirs douchés, les propos incendiaires de Trump sur la Crimée. Alors vous me direz, sur la Chine, il y a quelques semaines, j'avais lancé une boutade en disant, mais attendez, mais demain, il va embrasser sur la bouche Xi Jinping. Bon, c'est ce qu'il est en train de faire en disant, on va être gentil, voilà. Bon, donc là, vous avez cette déclaration de Trump. J'espère que nous n'aurons pas à commenter dans une semaine des nouvelles salves contre Zelensky, parce que Witkoff ou les autres conseillers seront dire mais non, Poutine vous aime beaucoup, il est allé à la messe pour prier pour vous, etc. Voilà. Donc c'est vraiment l'incertitude. Mais là, quand même, le propos est assez lourd et envoie un message à Poutine. Oui, poser à ce point-là l'argumentaire de M. Zelensky et au fond de ses alliés, les Français, les Britanniques. Et il y a peut-être cette idée qui refait surface au terme, encore une fois, de ce qui s'est dit en marge des obsèques du pape François. C'est cette idée d'une coalition de pays capables et volontaires. On va en parler ensemble, la France, la Grande-Bretagne, capable d'offrir évidemment des garanties de sécurité dans le cadre d'un cessez-le-feu, comme vous nous l'avez expliqué, qui pourrait conduire à une paix juste et durable, en espérant que ce cessez-le-feu ne soit pas fragile et incertain. Mais regardez ces images, ce que Anna Bourim, notre chef d'édition, a appelé les 4 fantastiques, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et le président Trump. Ça fait dire au Télégraphe, qui se fait l'écho d'un certain nombre d'indiscrétions, comme les journalistes en sont coutumiers, que des discussions sont en cours et que Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il nous soutiendrait. Là, c'est Keir Starmer qui le dit, comme vous le savez, et j'ai clairement indiqué que c'était notre position et que c'était un élément important de notre action. Est-ce que vous croyez à cela ? Est-ce que vous pensez que Keir Starmer, Emmanuel Macron ont fini par convaincre Donald Trump que des troupes étrangères en Ukraine, c'est important et qu'un appui américain, c'est nécessaire? Alors, c'est vraiment la position française et britannique depuis des semaines et des semaines. Ils font le siège de Donald Trump en lui expliquant que ça ne peut pas marcher autrement. D'une certaine façon, ils ont raison. D'un autre côté, jusqu'à présent, Donald Trump a donné le sentiment d'être arc-bouté sur le fait de refuser toute implication militaire, tout soutien militaire à une force d'interposition, une force militaire européenne qui serait sur place. Il n'a cessé de dire cela parce qu'il est sur sa position de « je veux le prix Nobel de la paix, je suis un homme de paix, donc je ne vais pas remettre le doigt dans un engrenage militaire ». Voilà. Donc ça serait une surprise absolument formidable, mais honnêtement, j'en doute. Oui. Et pour revenir au séquençage, le mieux que l'on puisse obtenir aujourd'hui, c'est effectivement, si Donald Trump vraiment utilise l'argument du départ, vous en souvenez, c'était la paix par la force. Absolument. La paix par la force contre le Kremlin. Après, ça a été la paix par la capitulation imposée à Kiev. Quand même un grand changement. Mais si on a un cessez-le-feu inconditionnel pour 30 à 40 jours dans les 3 espaces que j'ai définis, il n'y aura pas de force comment dirais-je, pour garantir le cessez-le-feu. Il pourrait y avoir des forces de surveillance du cessez-le-feu, c'est-à-dire, on a vu ça. Ça ne serait pas de la réassurance, comme on disait. Non, c'est pas de la réassurance. Non, je pense que dans cette phase-là, je ne crois pas à la possibilité. D'abord, le Poutine s'y opposera bec et ongle, et donc sera capable d'aller frapper les troupes européennes qui viendraient se positionner. En revanche, le fait d'avoir des casques blancs sur la ligne de confrontation pour surveiller le cessez-le-feu et rendre compte aux mandataires en disant ben voilà, les Russes ce matin ont tiré un missile, etc. C'est des choses que j'ai vues au Liban dans les années 80. Vous avez des casques blancs qui faisaient remonter sur l'ONU les ruptures de cessez-le-feu par les différentes parties. Oui. Donc on pourrait avoir cela et éventuellement une négociation de paix, mais je ne cesse de dire depuis le début que Vladimir Poutine ne veut pas de paix. Il veut une capitulation de l'Ukraine sur la base déjà de ce qu'il a acquis et il veut pouvoir repartir au combat dans 1 an ou dans 2 ans. Donc toute situation qui le gênerait fondamentalement, et la présence de troupes européennes, notamment françaises et britanniques, pour lui, c'est impossible. Pour parce qu'évidemment, moment, oui, en effet, oui. Comment dirais-je, sa volonté vraiment de détruire l'Ukraine serait bloquée par la présence de 2 puissances nucléaires. Et en plus, si ces 2 puissances étaient appuyées par les Américains,
que honnêtement je ne crois pas. Alors, peut être comme alors, Donald Trump n'arrêtant pas de bouger, on peut avoir une bonne surprise. Mais les indiscrétions dont se font l'écho justement les journalistes du Télégraphe, parce que vous n'y croyez pas, mais ils disent ceci. Certains journalistes, selon leurs sources américaines, disent que les États-Unis ont proposé donc en privé de fournir des garanties de sécurité à la coalition des volontaires. Il s'agit de soutien en matière de renseignement et de logistique aux alliés européens. On est dans le concret là, Pierre Servan. Oui, alors effectivement, pour l'instant, ce sont des sources, différentes sources. Oui. Encore une fois, moi, j'ai été... Il y a quelque chose qui est à la fois concret et réaliste. Je suis très, très prudent. Ce qui est évoqué là, ça ne pourrait exister qu'en cas de traité de paix avec la présence de forces européennes garanties par les Américains, appuyées par les Américains pour garantir cet accord de paix. À mon sens, ça ne peut pas fonctionner sur simplement le cessez-le-feu, puisque le cessez-le-feu n'impliquera pas de présence européenne militaire pour le faire respecter. Les Russes le refuseront totalement. Bon. Donc, ce sont des propos sympathiques, ça va dans le bon sens, mais je ne crois pas à la faisabilité de cela, sauf si Donald Trump, pique une colère totale et bascule complètement en disant mais ce sont les Russes qui sont ce qu'ils sont, qui disent enfin les choses, à savoir que le prédateur, l'agresseur, le système épouvantable dictatorial, c'est la Russie, et dans ce cas-là, je change de position. Mais il faut toujours se souvenir d'une chose, c'est que dans la tête de Trump, Poutine, c'est un ami et c'est un double de lui-même. Oui. Il l'a dit dans le bureau ovale, c'est un propos qu'on a un peu, parce qu'il y a eu tellement de choses dans ce bureau. Les uns les autres s'offrent des peintures, dans des moments christiques, au moment où on est sauvé, on échappe à une tentative d'assassinat, on en fait une peinture et elle est offerte par M. Poutine à M. Trump. Et il considère, c'est très important dans le mode de fonctionnement, la psyché de Trump, que le sort qui a été appliqué à Poutine, condamné par la Cour pénale internationale, mis au banc des nations, critiqué par la presse internationale à juste titre, il considère que c'est le sort qu'il a subi. Et c'est ça la complexité de Donald Trump, c'est qu'il fonctionne avec un ego à la fois des volontés de vengeance, des rapports psychologiques avec les autres parfois un peu primaires. Je termine par ça, qui se traduisent par les mots que vous avez remarqués, Guillaume, qui sont quand même... Moi, je n'en reviens pas qu'un président de cet âge-là dise « Ah, il est méchant, lui, on va être gentil avec lui. Elle est vilaine. » Il a dit d'une femme évêque, elle est vilaine, parce que... Sans jugement de ma part ou sans condescendance, mais il y a quelque chose d'infantile, en effet, ou très instinctif, en tout cas. Oui, enfin, si vous voulez, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais moi, depuis la cour d'école, quand j'avais 6-7 ans, j'ai jamais plus entendu des adultes dire « Ah ben lui, il est méchant, elle est gentille, etc. » Donc, si vous voulez, c'est la faille Trump. Là, tout ce que vous montrez et c'est son génie en même temps, que vous apportez, il a quand même un mandat du peuple américain. Absolument. Et là, c'est-à-dire qu'il y a le parti, c'est un peu le problème des grandes périodes de troubles. Vous avez des personnages qui sont extraordinairement instinctifs, alors qui sentent les choses dans leur tripes, qui sentent le vent, qui sont par ailleurs des showman. Enfin, Trump, c'est un animateur de télé-réalité. Le gars aujourd'hui, il est à la tête d'un pays et il fait de la télé-réalité mondiale, et c'est d'ailleurs tous les jours. Pour ça qu'il est venu au Vatican, où toutes les caméras de la planète étaient tournées pour filmer les obsèques du pape François. Et Guillaume, vous avez vu son message de départ en disant, je crois que c'est le premier à dire, j'y vais, j'y cours. Peut-être un peu vexé que J.D. Vance ait vu le pape François quelques heures avant sa mort. Voilà, donc pour lui, c'est grand, c'est beau, ça flatte son ego. Et ça produit donc juste pour dire que Guillaume, moi je ne veux pas être négatif. Non. Le message que vous avez apporté à l'attention du public d'LCI est important. C'est quand même la première fois qu'il dit des choses aussi carrées. Et Trump est capable de tout. Regardez sur la Chine. C'est spectaculaire. Et on y va. On va y aller parce que j'ai quelques questions évidemment à ce propos-là. Vous verrez dans le fil de la discussion. On va revenir à ce qui anime notre conversation depuis un certain temps et celle-ci en particulier, Pierre Servan, ce fameux plan de Trump, très favorable jusqu'à preuve du contraire donc à Moscou, et la contre-proposition ukraino-européenne. On va les découvrir. Plan US pour la paix en Ukraine, donc reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée annexée, reconnaissance de l'occupation des oblasts, en tout cas ce qui a été conquis dans le Donbass, engagement que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, levée des sanctions. Ça, c'est le plan US pour la paix en Ukraine. Contre-proposition ukraino-européenne, aucune reconnaissance du contrôle russe sur les territoires occupés, accord de type défense mutuelle, assouplissement progressif des sanctions qui frappent la Russie après l'établissement, c'est le séquençage dont vous parliez,
d'une paix durable, compensation des avoirs gelés russes. On sent une très très grande maturité quand même stratégique de la part de M. Zelensky et des gens qui l'entourent. C'est viable, cette contre-proposition européenne et ukrainienne évidemment? C'est réaliste? Ça peut marcher? Mais attendez, comment dire, je suis extrêmement partagé. Oui, c'est intéressant, c'est pertinent, il y a quelque chose. Les diplomates qui sont hommes et femmes de talent, nous avons des consultants de grande dimension sur les plateaux de LCI qui sont d'anciens diplomates, sont capables là, il y a une ingénierie diplomatique qui est intelligente. Mais ça se heurte à quoi? Un logiciel qu'on n'a pas compris. Un logiciel poutinien. Pourquoi plusieurs semaines avant la seconde invasion de l'Ukraine, j'ai dit sur différents plateaux de télévision, nous étions 2 ou 3, je peux citer les noms, Isabelle Mandreau du Monde, le professeur Terran de Sciences Po, nous retrouvions, nous étions totalement minoritaires dans un paysage où tous nos camarades disaient Poutine n'attaquera pas l'Ukraine parce qu'il y a trop de liens économiques, Nord Stream 2, etc. Voilà. Pourquoi moi j'ai considéré que Poutine le ferait? Pas parce que je suis un génie, pas parce que j'avais accès aux renseignements américains, mais c'est parce que j'ai travaillé le logiciel de Poutine, le mode de fonctionnement. Il faut prendre au sérieux nos ennemis. Il faut prendre au sérieux Poutine. Poutine a une vision qu'il partage avec Xi Jinping. C'est là où la grande erreur de Trump de penser qu'ils vont les décoller. Non, ils ont une grande vision. Quand ils disent tous les deux, Guillaume, nous écrirons les pages blanches de l'histoire pour les 100 ans qui viennent, ils le croient. Poutine est convaincu qu'il a une mission divine de réunification de la Biélorussie, de l'Ukraine et de la Russie. Il ne cédera pas. On a le sentiment, pardonnez-moi Pierre Servan, parce que c'est moi qui vous coupe, mais on a le sentiment que dans cette configuration, il y a un autre homme qui le croit, c'est M. Trump, donc les faits sont têtus. Regardez ces images. Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, l'envoyé spécial, parcourt tous les fronts diplomatiques. Il a rencontré 4 fois Vladimir Poutine. La dernière fois, c'était hier. Regardez la main sur le cœur, le sourire, cette scénographie. Les faits sont têtus, je le disais, il n'a jamais été en Ukraine. Oui. Pour le moment. Et il y a un homme qui s'appelle Dmitri Peskov, que vous connaissez parfaitement, qui est le porte-parole du Kremlin. Il nous dit ce qui est sorti de cette réunion. Vladimir Poutine a réaffirmé que la partie russe était prête à reprendre le processus de négociation avec l'Ukraine sans aucune condition préalable. Mais les conditions préalables, Pierre Servan, elles étaient dans le plan, déjà dans le plan Trump. On a l'impression que cette pièce de théâtre, elle a été écrite d'avance, si je vous écoute bien. Exactement. C'est un jeu de théâtre et d'ombre avec Steve Witkoff, effectivement, vous l'avez dit, qui n'a jamais mis les pieds en Ukraine. C'est fascinant. Si vous prenez l'historique de ces dernières décennies de négociations diplomatiques, les négociateurs sont des fins connaisseurs du dossier. Ils ont été ambassadeurs très longtemps dans le pays, et dans l'un ou l'autre des pays. Voilà. Donc là, vous avez cet amateurisme qui est absolument stupéfiant de la part de Steve Witkoff. Vous aviez le général Kellogg au départ qui était l'envoyé, puis qui est éclipsé, puis qui revient de temps en temps pour faire des déclarations. Donc voilà, tout ça, c'est pas très sérieux, c'est pas comme ça qu'on construit un véritable discours diplomatique. Encore, j'en reviens à une chose, il faut un cessez-le-feu accepté par les deux parties sans condition pour 30 à 40 jours, après une discussion sur des orientations de plan de paix, et tout cela n'arrivera pas parce que pour Poutine, il n'y a qu'un modèle dominant-dominé. Comme Trump considère que le monde est partagé entre les losers et les winners, les perdants et les gagnants, de ce point de vue-là, ils matchent ensemble. Et donc, un système comme celui que vous avez montré des Européens, avec un certain équilibre, une recherche de cohérence d'ensemble qui pourrait emmener les Russes dans l'affaire, ça ne fonctionnera pas. Il faudra que Poutine dégage du pouvoir, d'une façon ou d'une autre, pour qu'on puisse éventuellement mettre en œuvre cela. Vous vous rendez compte qu'on n'arrive même pas depuis 100 jours à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est de dire demain matin, sur la ligne de front, on s'arrête. Par les Ukrainiens, proposé par les Américains, non respecté évidemment par M. Poutine, qui ne veut peut-être pas la paix mais la victoire. La preuve, quelques images de course, on en a parlé tout à l'heure, et j'aimerais bien vous entendre à ce propos-là. Course que visiblement, d'après le président russe, le travail est terminé. On l'écoute, on réagit. Je félicite tous les personnels de toutes les unités militaires qui ont participé à la défaite des formations néo-nazis qui ont envahi le territoire russe dans la région de Koursk. L'aventure du régime de Kiev a complètement échoué et les pertes énormes subies par l'ennemi, y compris parmi les plus prêtes au combat, entraînées et équipées.
La défaite complète de l'ennemi dans la zone frontalière de Koursk crée les conditions nécessaires à la poursuite des actions réussies jusqu'à présent par nos troupes dans d'autres zones importantes du front et rapproche la défaite du régime néo-nazi. Il présente ça, Vladimir Poutine, comme une victoire décisive, mais quelque part, c'est pas un peu une défaite d'avoir eu autant de mal à reprendre son propre territoire face à une armée qui est sur le papier beaucoup plus faible que la sienne? Vous l'avez dit, vous vous rendez compte, 9 mois, grand pays qui fait 17 millions de kilomètres carrés, avec théoriquement la deuxième ou troisième armée du monde, qui met 9 mois, qui fait appel aux Nord-Coréens pour arriver à libérer la mère patrie. Mais c'est un échec, c'est consternant. Ce qui est très frappant dans les débats de ces derniers mois, où certains ont pu donner le sentiment que, ça y est, la Russie gagne, l'emporte. Mais c'est faux. Cet exemple-là montre que ce grand pays, cette grande armée, est incapable en quelques semaines de bouter hors de son territoire les Ukrainiens. Mais je vous coupe, on va écouter le chef d'état-major de l'armée russe, M. Gerasimov, qui pour la première fois non seulement valide la présence nord-coréenne, je sais que ça va vous intéresser, mais en plus il les félicite. On l'écoute et vraiment on s'y penche. Je voudrais noter particulièrement la participation du personnel militaire de la Corée du Nord à la libération des zones frontalières de la région de Koursk, qui, conformément au traité de partenariat stratégique global entre nos pays, a apporté une aide importante dans la défaite des forces armées ukrainiennes. Les soldats et les officiers de l'armée populaire coréenne, qui ont accompli des missions de combat aux côtés des militaires russes, ont fait preuve d'un grand professionnalisme, de force d'âme, de courage et d'héroïsme au combat lors du repoussement de l'incursion ukrainienne. Non, mais ça prolonge votre propos. Qu'est-ce que ça dit de l'armée russe qu'elle est à la rue, qu'elle est obligée de faire appel à des Nord-Coréens pour se libérer une portion de territoire à peine? Quelle honte sur le plan des principes pour tous les pays, que vous soyez obligés d'aller chercher des Nord-Coréens pour libérer la mère patrie, pour libérer un morceau de mère patrie qui a été légitimement envahi pour les Ukrainiens pour faire sentir aux Russes ce que ça représente. Et vous avez les félicitations de Gérald Gerasimov reconnaissant cet état de fait. Et juste une précision, ce général-là, Gerasimov, chef d'état-major des armées russes, il devrait porter un brassard de deuil parce qu'il vient de perdre son sous-chef plan, son sous-chef d'état-major chargé de la planification. Hier a été tué dans une opération menée par les services secrets ukrainiens qui ont fait exploser une voiture, une Volkswagen, à la sortie de son appartement. Ils l'ont tué. Comme ils avaient tué à la fin de l'année dernière, c'était une trottinette piégée qui avait tué donc un officier général qui était chargé notamment des questions chimiques et biologiques. Mais là, le sous-chef plan de l'état-major, c'est un officier général de très très haut rang. Donc Gerasimov, il ferait mieux d'aller pleurer quelque part en se couvrant la tête de cendre pour se féliciter du fait qu'au bout de 9 mois, cette grande armée, ce grand pays a pu libérer son territoire et n'est pas capable de protéger ses hauts commandeurs. Merci Pierre Servan. L'enseignement finalement, c'est que la détermination de M. Zelensky à revenir des enfers encore une fois et peut-être à essayer de rencontrer, comme il l'a fait, et il a réussi à le faire, M. Trump, pour lui placer quelques arguments dans l'esprit, eh bien ça nous montre peut-être que cette armée russe est un écran de fumée. Oui, vous avez raison, et en soulignant aussi le rôle très important du président Macron et du Premier ministre Starmer. Très important dans justement l'appui psychologique, le conseil, ce travail pour essayer de modeler, si j'ose dire, la psychologie de Trump. Donc il y a tout un travail diplomatique, notamment de la France, depuis des mois, que je trouve tout à fait remarquable et qui ouvre des espaces. Après, il faut voir ce que les jours prochains vont donner.